Et bien voilà, bonjour à toutes et à tous, ce workshop du GRIS. Donc le GRIS, pour rappel, c'est le groupe de recherche interdisciplinaire sur la crise écologique. C'est la troisième année que l'on fonctionne. Les deux premières années étaient plus une perspective plus large de prospecter les diverses dimensions du problème. Et le thème de cette troisième année, c'est quel scénario pour la transition. Donc on est dans une dynamique, disons, plus prospective, d'essayer de passer de l'analyse à des propositions de solutions. Le côté interdisciplinaire est bien respecté, hein, puisqu'il va y avoir une inversion au niveau du programme. Hein, on commencera par la problématique plus économique. Pardon. Mais il y a la position philosophique, il y a la position des sciences de la Terre, et cet après-midi, ce sera plus autour des modèles d'agriculture. Donc, la tonalité de cette journée et de toute l'année d'ailleurs, portait plus sur la problématique de la transition et donc sur une proposition de solution. Je vais passer la parole à Olivier qui anime la matinée. Je tiens à remercier d'ailleurs Olivier Sartena et Julie Gebel qui sont les deux acteurs et les deux moteurs de ce séminaire durant cette année. Et je vous souhaite une bonne journée de travail. Voilà, bonjour, et donc je vais être assez court pour pouvoir donc commencer et rattraper un petit peu le temps. Donc je vous présente directement le professeur Oula, donc il détient, si je ne me trompe pas, la chaire d'économie et d'environnement donc à l'ULB, qui est spécialisée notamment et qui enseigne notamment ce qu'on appelle l'économie écologique, donc une discipline dont on a eu l'occasion de parler ici dans différentes séances du GRIS, et je lui cède la parole tout de suite donc, pour son exposé sur crise écologique et le scénario. Merci à vous. Merci. Bonjour. Je ne sais pas si ça vaut la peine que je me présente plus en détail. J'imagine que oui, quelque part. Oui, donc mon nom c'est assez vite, c'est assez facile. Mon nom est Paul Waller. Je suis l'économiste de service quelque part à l'intérieur du département de géosciences, c'est comment on l'appelle, GES, département de géosciences, environnement et société, qui est un département qui est issu d'une série de fusions à l'intérieur de la faculté des sciences, c'est une particularité, et qui quelque part est une sorte de version 3.0 du classique département de géographie humaine, quelque chose de ce genre. Donc on fait des sciences sociales à l'intérieur de la faculté des sciences. C'est des bulles comme ça. Alors ça rejoint un tout petit peu tout de suite cette espèce d'impératif de comment on approche les problématiques, à savoir effectivement assez interdisciplinaire, en tout cas notre interprétation de ce qu'est une forme d'interdisciplinarité. Et puis pour les projets de recherche, on essaye, enfin on est quasi forcé aujourd'hui de dépasser cette interdisciplinarité et d'aller vers une rencontre réelle avec les acteurs, du travail avec les acteurs, donc on va vers quelque chose qui s'approche de ce qu'on appelle la transdisciplinarité. Alors, moi-même, je n'ai pas un parcours très lisse, malgré le fait que je suis l'économiste de service là-bas, et que je travaille sur la question environnementale, et que j'adopte une vision un peu particulière qui est l'économie écologique, effectivement, pour essayer de comprendre un tout petit peu les phénomènes sous investigation. Je ne suis pas un économiste, enfin, j'ai étudié l'économie, j'ai un master d'économie, enfin à l'époque c'était pas un master, mais j'ai eu à la fin de mon parcours d'économiste, j'en ai eu franchement assez marre, je me posais beaucoup de questions, c'est qu'est-ce que tu as, pourquoi tu as perdu 4 années de ton temps là, et j'ai essayé de trouver autre chose en fait. J'étais en France à l'époque, j'étais à Strasbourg, j'étudiais à Strasbourg, et je me suis dit, et puis bizarrement, à l'intérieur de la faculté des sciences économiques à laquelle j'étais attaché pour mon diplôme, il y avait 2-3 personnes qui venaient de créer un truc un peu bizarre dans une petite villa installée dans un parc, et ça avait l'air fort sympathique en fait. Et donc je suis allé là-bas et je suis tombé un peu dans la marmite de ce qu'on appelle aujourd'hui la philosophie, sociologie des sciences ou quelque chose de ce ordre-là. Et je crois que là aussi il y a un lien avec les gens qui sont dans la salle, ou en tout cas les organisateurs, c'est que et ça c'est mon lien avec la philosophie en tout cas.
Ce sont un certain nombre de questionnements sur le rôle de la science plus particulièrement dans la rencontre des problématiques écologiques. Et donc cette espèce de deuxième pied, qui est un pied qui est beaucoup plus traditionnel dans le sens aussi bien de ses méthodes que ses sujets d'investigation, me poursuit tout au long de mon parcours. Et j'essaye de garder un pied assez ancré dans une forme d'RSTS, quelque chose comme ça, mais qui est très fortement, donc sciences techniques des sociétés, mais qui est très fortement influencé, en tout cas qui prend très fortement la perspective de quelque chose comme l'économie politique, voire les sciences politiques. Voilà, ça c'est pour mon parcours. Et donc pour l'instant, je suis professeur dans l'institut. Alors à l'intérieur de ce département, il y a différents instituts. J'appartiens à l'Institut de gestion de l'environnement et d'aménagement du territoire, qui est donc cet institut de l'ancienne géographie. Alors la question qui m'a été posée, ou la question qui nous guide pour cette journée-ci, ce sont les scénarios. Alors, j'aurais pu, ou peut-être dû, je ne sais pas, quand je vois les autres interventions, j'aurais peut-être dû me formater sur quel scénario vraiment, c'est quoi un scénario, comment est-ce qu'on le développe, ou ce genre de questions. J'ai touché à plusieurs reprises à ce sujet-là, et encore aujourd'hui, j'accompagne une doctorante qui... elle allait probablement essayer d'être là. Elle essaie de faire une chose qui est assez intéressante. Elle se pose la question de la gouvernance du régime climatique en région Wallonne. Avec cette idée que face à la rupture qu'impose les changements climatiques, ou la rupture évidente qu'impose le changement climatique sur le côté technologique, sur le côté industriel, sur le côté économique, sur le côté social, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir aussi une rupture au niveau politique, donc au niveau de la gouvernance climatique? Et on a eu, semaine passée, encore à l'ULB, on a organisé pour les étudiants une soirée de conférence avec une série de mandataires politiques sur le nouveau régime climatique, où en fait l'ancien régime, l'actuel régime climatique en Belgique, qui pose un certain nombre de problèmes vraiment de structure pour rencontrer les changements climatiques et les engagements que la Belgique et ses entités fédérées ont pris. Et on voit que la gouvernance, telle qu'elle est appliquée, institutionnalisée, elle n'est pas du tout adaptée à cet enjeu de rupture. Et donc elle explore, en fait, elle essaie de construire, d'explorer des scénarios, et aussi comment les acteurs rencontrent les différents scénarios de gouvernance, de changement de gouvernance. Ce n'est pas des scénarios de type climat ou autre, de comment est-ce qu'on adapte les différents secteurs industriels ou autres, mais c'est comment est-ce qu'on adapte la façon dont on fait de la politique aujourd'hui dans ce domaine très très large qu'est le changement climatique. Alors j'ai pas parlé de ça. J'ai parlé d'autre chose en fait. J'ai parlé de... donc j'ai pas parlé de ceci. J'ai pas parlé de comment faire des scénarios face aux crises, donc au pluriel, aux ruptures qui nous attendent. Face au cataclysme, mais je vais m'intéresser à ceci en fait, c'est m'intéresser à un scénario très particulier, qui est plutôt un scénario de comment est-ce qu'on rencontre alors ce besoin absolu de rupture. Hein, et un de ces scénarios qu'on rencontre vraiment, en tout cas dans l'imaginaire des citoyens, des médias, des politiques, de la société civile, voire de toute une série d'administrations aujourd'hui, ce sont ces espèces de micro-changements là qu'on voit dans la rue, qu'on voit sur le terrain, ces transitions, donc, dans le sens pluriel du terme, qui vont des villes en transition jusqu'au Gazap, jusqu'à parfois incluant Uber et autres, parfois pas, parfois il y a des discussions là-dessus. Mais en tout cas, est-ce qu'on arrive à imaginer des formes de gouvernance quand on s'intéresse à tout ce que ces films, là, que certains d'entre vous ont peut-être vu, en tout cas que beaucoup de gens ont vu dans le monde francophone, et demain probablement dans le monde anglophone, parce qu'il vient d'être traduit ce film. Qu'est-ce qu'on sait de la gouvernance des alternatives? Pourquoi cette question? La question elle est assez simple, c'est que j'ai un projet de recherche là-dessus, donc c'était facile de vous amener quelques résultats ou quelques idées là-dessus. Mais plus sérieusement, le constat assez évident que vous allez partager avec moi, c'est que ces alternatives sont là. Elles sont là, aussi bien dans l'imaginaire que dans le réel, que
même dans les projets de recherche, dans les programmes de recherche, dans les programmes de financement, ces alternatives sont là. On est censé aujourd'hui faire, en tout cas à Bruxelles par exemple, il y a une grosse enveloppe sur ce qu'on appelle de la co-création. Et donc il y a une grosse enveloppe de sous que beaucoup de gens convoitent, y compris moi, pour essayer d'imaginer, de travailler avec ces alternatives et essayer de les amener. Alors pourquoi ces alternatives sont là? Elles sont là parce que on a toute une série de phénomènes concomitants en fait. Le premier phénomène, il est un peu moins accentué en Belgique. Et ça c'est, je crois, quelque chose qui est important à comprendre, c'est que quand on a une vision contextualisée de la Belgique, les choses sont de toute évidence et par définition légèrement tronquées. Alors, ces alternatives sont là pour, notamment, la raison la plus évidente, c'est celle de l'avancée du néolibéralisme sur le terrain. La façon d'appréhender la chose publique, la façon dont l'acteur public appréhende la chose publique donne de plus en plus de place à des acteurs qui, quelque part, émanent de ce côté, de cette vague de néolibéralisme, et qui, notamment, se manifestent par un retrait de l'État. Et ça, c'est peut-être une particularité qu'on a qui est encore relativement jeune en Belgique, mais à d'autres endroits. J'ai travaillé avec des collègues actuellement aux Pays-Bas et en Angleterre, et là, quand on parle de retrait de l'État, c'est une réalité. Ils sont en train de se retirer. Aux Pays-Bas, par exemple, l'ensemble des soins des soins des retraités, le soin des petits vieux, si on veut, se fait hors État. Il n'y a plus un acteur étatique là-dedans, il n'y a plus de... Donc le retrait de l'État. Et ça crée un vide, évidemment, et ce vide, partiellement, il est rempli par toute une série de ces choses, de ces objets qu'on appelle des alternatives. On a aussi ce qui émane de ce qu'on appelle les nouvelles économies. Uber, c'est probablement le plus mauvais exemple qu'on peut avoir, mais il y a toute une série d'autres approches qui font quelque part, qui se rattache à réimaginer sur le terrain une série d'activités économiques classiques. Et là, ça se joue aussi bien dans le secteur agricole, classiquement, que la distribution alimentaire, on connaît tous ces exemples-là, mais ça se joue aussi dans toute une série d'autres choses. Et puis, quelque part, une espèce de promesse d'émergence, enfin, une émergence de ce qu'on appelle le quatrième pilier, en économie. Donc les trois piliers classiques, c'est les activités étatiques, les activités de marché, qui est le pilier qui nous intéresse en tant qu'économistes le plus, le marché, l'État, et puis les organisations, associations et autres. Et puis maintenant un quatrième pilier, qui serait un pilier qui est encore à faire, mais qui s'est essentiellement constitué de ces initiatives citoyennes. Plus ou moins formalisées, souvent assez peu formalisées, de type Gaza, AMAP et autres, parfois très formalisées, parce que, sincèrement, dans une dynamique en fait, où une activité étatique est financée ou gérée ou gouvernée par l'État se réinvente dans une nouvelle structure. À côté de ça, en face de ça, il y a aussi un appel d'air qui est créé par une espèce de promesse de la résilience. Face au rythme, on sait, ou maintenant dans l'imaginaire, on a compris que quand on est face à une rupture, à une crise, il y a une voie qui peut nous amener vers une forme d'accentuation de notre capacité d'adaptation à ces crises, et qui est la création de résilience. Alors, la création de résilience sur le terrain, ça peut assez simplement vouloir dire qu'on va essayer de multiplier les initiatives et d'avoir plutôt une multiplication de micro-initiatives que des grosses solutions sectorielles comme on les a plutôt maintenant émergeant d'une économie beaucoup plus fondiste, industrielle et centralisée. Donc la promesse de la résilience donne aussi un appel d'air en fait, à ces initiatives citoyennes. Et puis une promesse en fait de se reposer non pas sur l'ingénieur du coin, sur l'avènement d'un monde technologique ou surtechnologique qui est basé sur des connaissances et sur des façons de penser ingénieurs, mais plutôt une volonté de se reposer sur l'ingéniosité de nous tous, en fait, de la façon dont on fait des solutions, construit des solutions, s'adapte à notre micro niche et ainsi de suite. Et puis, il y a un évident échec que beaucoup de gens partagent aujourd'hui sur le terrain, y compris les acteurs politiques, c'est que la technologie ne risque pas de nous sauver, en fait. Et certainement face aux grands enjeux globaux, tels que les changements climatiques, la perte de la biodiversité, on voit plutôt que c'est
des solutions technologiques qui nous en amènent d'autres et qui renforcent souvent à moyen et long terme les courbes qu'on essaie de glisser. Donc ces alternatives sont là, elles existent, et donc du coup ça fait pour beaucoup d'entre nous, y compris pour moi, ça fait un objet d'étude assez amusant. Alors les questions qui me préoccupent pour l'instant, c'est essayer de comprendre ce que nous savons aujourd'hui des gouvernances, des gouvernances de ces alternatives. Comment est-ce qu'elles sont approchées, comment est-ce qu'elles sont intégrées dans une réflexion de faire partie de la solution. Et donc, pas juste essayer de laisser survivre ces alternatives, mais vous avez tous certainement en tête cette idée qu'il faut faire ce que l'anglais on appelle du upscaling, et qu'il faut généraliser en fait les alternatives au détriment des solutions, enfin de la façon de faire actuelle par exemple. Et puis une deuxième question que j'essaie d'élucider encore un peu aujourd'hui, c'est la question de qu'est-ce qui se passe en fait quand on commence à s'intéresser à ces alternatives, et plus particulièrement à la gouvernance de ces alternatives. Donc qu'est-ce qui se passe avec les alternatives, avec les chercheurs, avec les administrateurs, avec l'acteur politique, avec l'acteur économique, quand on commence à soulever les questions relatives à l'institutionnalisation des alternatives. Alors, j'utilise une définition très simple de ce qu'est une alternative. Est une alternative tout ce qui essaye de s'attaquer au statu quo. Hein, donc c'est un grand sac de choses et qui est défini essentiellement par les intentions qui se situent à l'intérieur de ces alternatives. Donc ça qui est important, être alternative, ce qui se déclare être une alternative. Donc on ne s'intéresse pas du tout, quand on essaie de délimiter ce qui fait partie de l'alternative ou pas, ou du pool d'alternatives, je ne sais pas du tout essayer de discriminer, par exemple, au niveau des performances de ces alternatives. On le sait par exemple pour les AMAP et les GAZAP, donc que sur les circuits pour organisés par les citoyens des ménages, on sait que leur bilan carbone est totalement désastreux et qu'il vaut mieux aller au Carrefour ou au Deleuze si vous voulez sauver le changement climatique. Ça ne sert à rien de vouloir faire du GAZAP et du AMAP, le last mile, comme on dit, en moyenne, peu importe comment vous l'analysez, c'est totalement désastreux. Je ne m'intéresse pas à ça, c'est comme ça qu'on va commencer à discriminer les choses. Vous l'avez certainement pressenti, essentiellement parce que ces alternatives sont des micro-développements. Et donc, c'est un peu injuste de vouloir les comparer sur leurs performances dans un moment où elles sont en train de se formaliser. Si on veut construire vraiment quelles seraient les performances environnementales et écologiques, par exemple, de ces alternatives, il faudrait probablement recourir à tout un exercice de scénarisation assez difficile pour comprendre qu'est-ce que donne en fait une Belgique qui est où l'ensemble, la quasi-totalité de son alimentation passe à travers ce type de circuit de distribution. Donc c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse pour discriminer alternative contre non-alternative, c'est juste les intentions qui sont affichées derrière en fait. Alors, ça c'était pour l'introduction. Et maintenant, j'ai passé à une série de constats qui émanent pour l'essentiel de deux projets de recherche qu'on est en train de mener actuellement. L'un est sur l'innovation sociale, qui est en fait une sorte de... Ouais, qui est un placeholder pour toute une série de ces alternatives aujourd'hui, et qui a surtout pour nous donner accès en fait, à un gros financement européen qui nous permet d'explorer la gouvernance de ces alternatives d'innovation sociale. Donc, un projet sur l'innovation sociale, et plus particulièrement sur l'innovation sociale transformatrice, donc les innovations sociales les plus radicales, si vous voulez, sur le terrain, celles qui veulent effectivement structurellement changer ce qu'il y a actuellement en place comme façon de faire. Et ça à travers, d'une part, aussi bien tous les secteurs économiques, donc allant de l'agriculture jusqu'à la Silicon Valley, si vous voulez, et à travers toutes les formes organisationnelles, donc
allant des initiatives citoyennes totalement non formalisées, donc sans aucune structure, sans secrétariat si vous voulez, jusqu'à des initiatives, des innovations sociales qui sont hyper structurées, notamment dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, qui ont toute une série par exemple, de réseaux qui les représentent, des fédérations et ainsi de suite. Donc, quand on s'intéresse en fait quand on essaie de comprendre quelles sont les formes de gouvernance, les velléités de gouvernance, les volontés de se faire gouverner de ces initiatives, de ces alternatives, on tombe face à toute une série d'enseignements en fait, et c'est ça que j'essaie de vous présenter en ces quelques minutes qui restent. J'ai peut-être pas tout à fait chronologie. Voilà, ouais, ok, parfait. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Qu'est-ce que nous on sait? Qu'est-ce que moi je sais? Qu'est-ce que moi j'ai découvert aujourd'hui quand on s'intéresse au phénomène de gouvernance des alternatives? Alors, une chose qui moi me surprend à chaque fois que je m'intéresse, que j'essaye de regarder un tout petit peu plus en détail notre empirique, c'est que on a énormément de mal à distinguer des espèces de dynamiques en matière de gouvernance, des alternatives. Or, quand on lit toute une partie de la littérature qui s'intéresse notamment au scénario, qu'est-ce qui va se passer avec ces alternatives, comment est-ce qu'elles vont se solidifier, comment est-ce qu'elles vont s'institutionnaliser, comment est-ce qu'elles vont faire groupe, comment est-ce qu'elles vont se regrouper pour faire force et ainsi de suite. On tombe assez rapidement sur cette idée que ces alternatives vont créer ou sont en train de créer des dynamiques de renforcement mutuel. Et que c'est par ces dynamiques un peu systémiques, on utilise souvent le langage des systèmes pour faire ça, pour parler de ça, que ces dynamiques sont en fait, donnent une série de trajectoires type. C'est Pathways for Transitions, vous trouverez une littérature assez foisonnante sur ce type de choses. Qui est souvent une littérature qui est empruntée en fait de l'étude des innovations, des innovation studies, où effectivement, depuis 50, 70 années, on a toute une série de trajectoires qui sont pré-tracées sur qu'est-ce qui se passe quand on est sur la table, quand émerge une innovation dans un laboratoire, quand elle sort du laboratoire, quand elle est transformée en projet commercial, et puis finalement quand elle disparaît, quand elle est remplacée par toute une série de... Vous voyez ces courbes en S, la innovation très classique, et puis toutes les différentes alternatives. Je ne devais pas utiliser alternatives, toutes ces différences en fait qui sont esquissées en termes de dynamique, en termes de trajectoire. Quand on s'intéresse en fait à ces alternatives-là, surtout en termes d'alternatives, d'initiatives citoyennes, on est très vite surpris de voir qu'il n'y a en fait pas de trajectoire, il n'y a pas de dynamique. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a en fait toute une série de choses qui se passent en même temps, et qui sont peut-être beaucoup plus près d'une espèce de mouvement d'oscillation, et qui est formellement animé, et très fortement animé par les acteurs eux-mêmes, des alternatives. Et que ce qu'on a dans l'imaginaire aujourd'hui, et quand on regarde aussi des films tels que Demain, ou quand on s'intéresse à ce type de littérature sur les transitions, sur les transition towns, sur toutes ces choses-là, on a l'impression que la seule forme qui existe aujourd'hui et qui est réellement ancrée dans le terrain, ce sont des formes qui sont des choses citoyennes. Or, ce n'est pas du tout ça le cas. On voit en fait que toute une série d'alternatives qui sont citoyennes à un moment donné vont passer dans les mains du marché, vont repasser dans les mains de l'acteur public, vont repasser vers les citoyens, et ainsi de suite. Et que ces oscillations sont en fait totalement erratiques en fait. Et on n'arrive pas vraiment à comprendre les dynamiques qu'il peut y avoir entre ces différentes formes organisationnelles que prennent les alternatives quand elles commencent à se solidifier, à s'institutionnaliser. Donc il n'y a pas de trajectoire type. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas esquisser sous forme de scénario des trajectoires type, mais quand on analyse de près en fait les choses, on n'arrive pas à déceler en fait ces Alors une des raisons, c'est que ces phénomènes en fait sont évidemment les phénomènes multi-acteurs. On dit souvent initiatives citoyennes, mais en fait ce ne sont pas des initiatives citoyennes, ce sont parfois des initiatives qui sont très raccrochées à, par exemple, une université. Les fameux Fab Labs, Makerspaces et autres, ce sont souvent, pour leur très grosse partie, ce sont les universités qui insufflent ou les étudiants qui sont poussés par un prof et ainsi de suite.
Donc c'est pas une initiative citoyenne dans le sens qu'il y a 2-3 geeks, nerds qui se retrouvent dans un garage. C'est beaucoup plus des universités qui essayent, des facultés polytechniques, qui essayent de pousser leurs étudiants, leurs doctorants, postdoctorants, à se préparer, à créer des spin-offs, et puis des espèces de marchés, et puis des choses, imitation classique de la trajectoire de Silicon Valley. Donc on a citoyens, certainement, citoyens étudiants, mais on a aussi le marché qui est là, les acteurs du marché qui sont là, et qui ont leur rôle à jouer, qui prennent les rênes de ce genre de choses. Et puis les acteurs étatiques, par exemple, comme dans l'exemple des universités, qui ont quelque chose à faire dans ces différentes dynamiques. Deuxième phénomène, il y a des formes d'oscillation aussi qui sont assez désagréables entre guillemets à constater sur le terrain parce qu'elles imposent énormément de focaliser sur une série d'objets d'études, donc sur des alternatives, sur certaines alternatives qui sont très présentes sur le terrain, qui sont très présentes dans l'imaginaire. Aujourd'hui, c'est quasi impossible de faire un travail comparatif sur la gouvernance des alternatives si vous ne vous intéressez pas à ce qui se passe dans les transition towns. Rob Hopkins, classiquement. Il faut s'intéresser à Rob Hopkins. C'est le benchmark ou quelque chose comme ça. Ça, c'est la chose. Il faut comprendre d'abord Rob Hopkins, comment est-ce qu'il a fait, comment eux ils ont fait à Totnes, quelles sont les particularités de Totnes, donc là où les villes en transition ont pris leur essor, et puis comment ça s'est transformé en cette espèce de vague énorme qui traverse l'Europe, voire le monde, sur fédérer des micro-initiatives sous forme d'une espèce de coupole locale, urbaine, assez particulière, de micro-projets ou d'alternatives, et ainsi de suite. Donc on a une forme de ce que certains appellent des héros de la transition. Hopkins en fait certainement partie, et vous en avez peut-être 2 ou 3. Pierre Rabhi, les héros de la transition dans le monde agricole, et ainsi de suite. Je sais pas, il y en a certainement d'autres en fait. Dans le monde francophone, vous avez tous ces gens qui sont, quelque part sont très proches de Rabhi, mais les gens qui, Cyril Dian et toutes ces personnes-là qui au début ont juste voulu faire un film, et depuis sont devenus une espèce de consultants en transition d'initiative citoyenne, et donc sont aussi en fait une forme de héroïsation de ces acteurs-là. On avait invité Dian il y a quelques semaines à l'ULB pour qu'il nous parle de son expérience avec son film, surtout avec son film. Et c'est clair qu'on vous voyait évoluer ce personnage et qu'on voyait aussi que vous arrivez à remplir un auditoire avec presque 700 personnes sur un film. Voilà, on pense donc il y a vraiment une espèce de héroïsation de ces personnes. Et c'est pas du tout contre ces personnes, tant mieux pour elles, mais quand on s'intéresse à la gouvernance, à la recherche, à faire la recherche sur la gouvernance de ces alternatives, ces figures emblématiques sont très gênantes parce qu'elles attirent énormément de spotlight comme ça, énormément de lumière, et donc forcément, à nouveau, elles vous font départir des réelles initiatives. Parce que les réelles initiatives sur le terrain, c'est pas Rob Hopkins ou c'est pas demain, c'est, je sais pas, le petit camion de carottes bio qui vient une fois par semaine sur le campus à côté de mon bureau, et où il y a un maraîcher XY qui juste vend ça c'est les réelles alternatives. Et ça c'est en fait une espèce d'oscillation entre ces héros-là qui sont ces figures emblématiques avec, en contre-jour, des alternatives qui, elles, sont souvent attaquées pour ne pas être crédibles ou viables. Et ça c'est, quelque part, pour moi, c'est le contre-pied de ces héros de la transition, parce que là aussi, vous avez du mal alors d'argumenter que vous vous intéressez à la gouvernance de choses qui sont visiblement pas viables, qui ne vont pas durer, qui sont juste
insérés très clairement dans le moment, dans l'actuel en fait. Et donc, par essence, ne vont pas présenter en fait, une alternative viable dans le long terme pour rencontrer cette nécessité de rupture systémique de notre façon de faire. Et ces deux ponts, quelque part, d'une part les héros et d'autre part des alternatives auxquelles vous n'avez pas le droit de vous intéresser, font que construisent en fait la narrative de ce qu'est ce sac alternatif auquel vous vous intéressez et aussi aux façons, aux gouvernances en fait, qui intéressent. Troisième constat, ces phénomènes sont intrinsèquement politiques. Ça c'est quelque chose avec lequel on est très très rapidement confronté, vraiment dès le premier jour que vous faites un peu d'empirisme sur le terrain avec les alternatives. Ce sont des acteurs qui sont éminemment politiques et qui ont une façon politique d'agir. Et que si vous ne vous intéressez pas à cette perspective-là de leur être, de leur évolution, vous captez toute une série de choses vous échappent. Elles sont politiques dans le sens que les acteurs, peu importe si ces acteurs sont formalisés dans une structure ou si c'est purement informel, si c'est purement trois ménages qui se regroupent, par la nature même des personnes qui portent en fait ces alternatives, vous êtes très rapidement confronté à des personnes qui essayent d'approcher les acteurs qui sont dans la place. Et d'une part pour se faire une place, évidemment, pour se faire une place pour agir, mais aussi pour influencer quelque part les systèmes avec une vision politique très précise. Et ça se manifeste très facilement, souvent sur le terrain, dans une espèce d'oscillation entre d'une part un refus d'ingérence. C'est quelque chose que nous on a constaté par exemple à une époque où on s'intéressait au gazap à Bruxelles. Il y a un refus très fort d'ingérence des gazap face à toute une série de communes par exemple. Un cas emblématique qui nous a beaucoup fait rire, nous, mais aussi les gens qui étaient dans les gazap avec lesquels on travaillait, c'est c'est une échevine environnementale établie donc sur Bruxelles, une commune à Bruxelles, qui était une dame qui appartenait au MR, donc libérale, qui se disait, qui venait voir en fait le gazap de Etterbeek et leur disait vous n'avez pas envie de devenir communal, en gros, c'est comme ça qu'elle le présentait. Parce que moi j'ai envie de faire du gazap communal quelque part. Et puis les acteurs ne comprennent pas ça. On ne fait pas des gazap communaux, ce sont des gazap. C'est des ménages qui se regroupent, c'est pas l'échevine, machin truc, avec l'administration et puis un camion. C'est pas comme ça que ça se passe. On a un gazap, on veut bien réfléchir à l'élargissement de ce gazap si ça vous intéresse, mais on ne va pas en faire une activité communale. Donc refus d'ingérence, assez clair. En termes de gouvernance, ça donne toute une espèce de couleur en fait assez intéressante et qui permet de rapprocher ce qui se passe à l'intérieur de ces alternatives très fortement de toute une série de mouvements sociaux par exemple, où on a aussi cette forme de mouvement de refus d'ingérence. Et puis deux jours plus loin, qu'est-ce qu'on constate? On constate que en fait ces ménages, les gens qui parce qu'on est en train de rater une partie de l'exposé, on ne sait pas ce que c'est qu'un gazap. Ah! Comment ça se fait que vous ne savez pas que c'est? C'est pas très plus chez vous. En Wallonie, ça s'appelle des gaz ou des gags ou quelque chose comme ça. C'est peut-être Groupe d'achat collectif. Ce sont des ménages qui se regroupent pour aller acheter leurs carottes auprès d'un maraîcher sans intermédiaire ou quasi sans intermédiaire. En France, ça s'appelle des AMAP. Les AMAP, oui, mais c'est suppose des paysans qui produisent. C'est les paysans qui produisent pour des C'est ménages. l'association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Voilà, ouais. Donc c'est pas des groupements d'achat. Ça dépend, parfois là-dessus il y a accroché un groupement d'achat en fait, ou à l'initiative même du truc il y a un groupement d'achat. Ouais. Mais dans AP, il y a le P de paysan. Oui. Ouais. Et en anglais ça s'appelle de Community Supported Agriculture. Ouais. Donc c'est des formes en fait de briser la distribution alimentaire quelque part et réinventer d'autres circuits de distribution alimentaire avec cette particularité que beaucoup de ces, je continue à les appeler gazap, beaucoup de ces gazap essayent par exemple ont une réflexion sur le partage du risque, typiquement du risque économique et financier, et donc il y a des contrats qui sont signés avec des maraîchers, des producteurs,
à l'année par exemple, hein, ou au trimestre. Comme ça, l'agriculteur, le maraîcher, il a une garantie en fait, de revenus et il ne doit pas contrer en fait, la fluctuation des marchés, des saisons et ainsi de suite. Merci pour la question, s'il vous plaît. Voilà, oui, ce sont donc des phénomènes politiques dans ce sens-là aussi qu'on constate assez rapidement que les alternatives, elles jouent avec l'acteur public et elles jouent aussi avec l'acteur du marché. Jouer, probablement, le mauvais terme, c'est plutôt une espèce de danse qui se met en place entre elles et à l'initiative d'elles avec toute une série d'acteurs. Donc le fait que, ou l'imaginaire que ces initiatives citoyennes restent dans leur coin et restent fondamentalement citoyennes, c'est aussi une image très 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 tronquée qui ne se passe pas tout à fait comme ça. On constate assez rapidement, dès qu'on vous êtes une initiative citoyenne XY et que vous commencez à réfléchir, à prendre certaines tailles et à réfléchir sur comment vous pouvez faire, par exemple, de la sensibilisation de l'information aux ménages, aux citoyens, et ainsi de suite, que vous avez besoin de sous, en fait. Et à ce moment-là, vous entrez dans la danse des demandes de subsides, des formalisations institutionnelles, parce que c'est très rare que vous pouvez toucher un subside si vous n'êtes pas une organisation qui est insérée quelque part, donc création d'ASBL, parfois de coopératives, parfois de ceci, parfois de cela, et ainsi de suite. Et donc, le phénomène de jeu contre jeu, entre je reste en dehors du système et je ne veux surtout pas voir des phénomènes de discussion, de gérance avec les acteurs en place, et puis de l'autre côté, on devient soi-même acteur en fait, économique, politique et ainsi de suite, qui tombe dans la sphère de pure citoyenneté non formalisée, non organisée. Et tout ça est imminemment politique comme chose, parce que c'est une façon aussi de construire ces quatrièmes piliers que j'ai introduits au début, de construire une autre façon de faire, une chose qui est beaucoup plus multidimensionnelle, un objet qui est beaucoup plus multidimensionnel que juste citoyen, que juste issu des ménages et d'une volonté de faire des choses ensemble. Alors, quatrième phénomène qui est très gênant quand on s'intéresse à refaire de l'empirique sur ces phénomènes-là, c'est que tout ça se passe en même temps. Et donc c'est très difficile à déceler qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain. Et tout ça se passe en même temps et tout le monde fait autre chose. Et il n'y a pas réellement d'alignement. Et il n'y a pas non plus réellement de compréhension, comme j'ai dit, de dynamique ou des choses comme ça. Donc tout ça, c'est une espèce de capharnaüm un peu totalement bizarre. Et ça va jusqu'à un degré où, par exemple, on s'est intéressé à un moment donné, d'une manière assez précise, sur ce qu'on appelle des phénomènes de capture et de transformation de ces initiatives citoyennes. Il y a évidemment le grand risque ou le grand avantage ou la grande promesse que certaines de ces initiatives citoyennes se révèlent être tellement performantes et bonnes et solides et perdurantes dans la durée que certains acteurs veulent ce qu'on appelle les capturer en fait, ou les prendre comme modèle pour créer leur propre système. Les GASAP sont à nouveau un bon exemple, les circuits alternatifs alimentaires sont un bon exemple. On a aujourd'hui des phénomènes d'imitation qui sont assez manifestes sur ce qui se passe avec ces ménages, ces 10 ménages qui se retrouvent autour d'une volonté privée de refaire leur petit monde et de remplir leur frigo de manière différente. On a aujourd'hui, j'ai vu récemment, une sorte de GASAP s'est créé entre, à l'intérieur, je ne sais pas si c'est à l'intérieur ou avec, je ne sais pas exactement comment ça s'est fait, donc en gros, la cantine qui se trouve à l'intérieur du Parlement européen, à Bruxelles, qui est une concession qui est donnée à Sodexo, est alimentée pour la moitié de ces légumes par un GASAP autocréé en fait, hein, par Sodexo. Donc captage en fait, capture de ces phénomènes, de leurs idées ou de leur façon de faire. Parfois c'est beaucoup plus profond, parfois c'est vraiment plutôt presque impérialiste, prendre possession de l'alternative pour en faire autre chose. Capture par l'acteur étatique notamment aussi, dans le domaine de l'innovation sociale, on voit ça très clairement. Les innovations sociales, quand elles éclosent, elles deviennent aujourd'hui très très rapidement
partie du moulinet quelque part. Et très particulièrement dans les endroits où on voit un retrait très fort de l'État, de l'acteur public. Donc capture d'une part, et puis de l'autre part, de l'autre côté de l'oscillation, on a des volontés de transformation, donc les alternatives qui essayent d'ériger en fait des murs quelque part pour se prémunir contre ces phénomènes de captage, de capture. Et puis une espèce de troisième voie, qui est la voie la plus perfide quand vous êtes chercheur et que vous vous intéressez à ce qui se passe sur le terrain, c'est que souvent les initiatives citoyennes auxquelles vous vous intéressez sont en train en fait, de jouer avec cette position. Elles essayent d'éviter la capture, et l'autre part, elles mettent en place une espèce de stratégie du cheval de Troie par exemple, où elles se disent on va aussi mettre en place une espèce de stratégie pour arriver à transformer les choses de l'intérieur. Et donc ça ne nous gêne pas des masses pour faire une série de choses, par exemple avec les grands acteurs en place dans le circuit de distribution alimentaire, avec Deleuze, avec GB, avec Lidl, avec toute une série de choses de ce genre. Et alors on voit éclore des choses comme des jardins collectifs qui sont positionnés sur les toits plats des supermarchés à Bruxelles, à côté de l'université, un supermarché comme ça, où les 3 carottes qui sont récoltées sur le toit se retrouvent un étage plus bas dans le département légumes du GB, je crois que c'est un GB. Donc, ces différents modèles, en fait, se jouent de manière simultanée, en fait, sur le terrain. Et ne se jouent pas juste comme ça, c'est en pleine conscience que ça se passe. Hein. En pleine conscience, les acteurs alternatifs jouent avec leur positionnement, et puis repoussent, et puis essayent d'attirer, et ainsi de suite. Alors, une évidence, et ça c'est pas une grosse surprise, la gouvernance des alternatives, elle est très sensible au contexte. Alors c'est évident, ce qui se passe à Bruxelles, ce n'est pas pareil que ce qui se passe ici, ni à Paris, ni en Angleterre, ni à New York, et ainsi de suite. C'est assez évident quand on fait des sciences sociales, mais ça casse toute une série de volontés ou de nécessités affirmées de la part des acteurs publics qui essayent de comprendre ce qui se passe, et qui sont toujours à la recherche de ces trajectoires, de ces dynamiques types. Quand les développements sont hyper contextualisés, par définition, vous avez du mal à faire des comparaisons, par exemple. Alors, que tout le monde est intéressé à comparer les villes en transition qui se trouvent à Leuven avec l'original, avec Totnes, et puis Totnes avec ce qui se passe en Finlande, et ainsi de suite. Donc la comparaison fonctionne mal, par définition, parce que ce sont des choses qui sont hyper contextualisées. Et puis, d'un autre côté, ce qui se passe aussi, ce qui par définition passe aussi assez mal, est assez difficile à construire, c'est la construction des best practices. Alors, l'acteur public aujourd'hui, ils ont une espèce de réflexion un peu bizarroïde que le monde fonctionne avec des barrières et des leviers. Quand vous voyez les appels d'offres européens, par exemple, la moitié de ces topics-là, les descriptifs de ce que vous êtes sur laquelle vous êtes censé vous calquer quand vous faites votre proposition de recherche, la moitié de ces topics sont formalisés, sont écrits sous forme de aller chercher les barrières et les leviers, et après identification, essayer de voir à quel degré on ne peut pas utiliser les leviers que vous avez identifiés pour lever les barrières. Une espèce de vision très mécanique en fait de la face des choses, qui n'est pas du tout réelle, mais qui invite très souvent à faire de l'identification des best practices. Donc comprendre comment les choses sont faites à Totnes pour les villes en transition, pour comprendre aussi on peut généraliser les villes en transition partout, et les apporter dans tous les contextes. Et ça ne fonctionne pas. Ce mode de gouvernance de l'importation du best practice qui nous vient du monde de la consultance, parce que c'est ce qu'ils font, hein. Vous avez un PowerPoint qui fonctionne, et vous le vendez à tout, idéalement à l'ensemble du secteur bancaire. Et vous adaptez presque rien en fait, vous adaptez juste la date, et puis voilà, que vous soyez chez Fortis ou ING ou autre, peu importe, c'est le PowerPoint qui compte. Et donc vous faites du benchmark, de l'importation, de best practice, et vous n'êtes pas du tout dans une volonté de vouloir contextualiser les choses. L'acteur public fonctionne aussi aujourd'hui comme ça. Quand il s'intéresse à la gouvernance de ces alternatives, c'est souvent ça qui émerge comme question. C'est comment est-ce que je peux faire, compte tenu du fait que j'ai compris qu'ils ont fait ceci à Rotterdam? Et sous question, comment je peux importer ça chez moi? À Namur, par exemple.
Alors que franchement, Namur, ça n'a rien à voir avec Rotterdam, là-dessus, on est assez d'accord. Voilà, je pourrais continuer comme ça, parce que voilà, on a toute une série de choses de ce ordre-là. Le temps est presque écoulé. Je vais clôturer avec une dernière observation, qui est quelque part ma deuxième question de recherche que j'ai esquissée au début. Qu'est-ce qui se passe avec les chercheurs et les objets sous recherche quand on s'intéresse à vouloir élucider les phénomènes de gouvernance? Et il y a quelque chose de très très particulier qui se passe en deux temps quelque part. D'une part, on a un mal fou, et ça vous avez compris avec ces phénomènes d'oscillation que j'ai essayé de mettre en exergue, on a un mal fou de comprendre qui est finalement l'objet de recherche, quelle est l'unité d'analyse la plus appropriée. Quand on parle d'alternative ou d'alternative citoyenne, c'est quoi exactement? Est-ce que ce sont les personnes? Est-ce que ce sont les leaders? Est-ce que ce sont éventuellement les fédérations qui assez rapidement émergent face à ces initiatives citoyennes? Est-ce que c'est le secteur en éclosion? Dans le secteur alimentaire, c'est très clair, les circuits courts, c'est quasiment un secteur. Et ils sont aujourd'hui, en tout cas sur Bruxelles et dans d'autres capitales, sont en voie de se créer, solidifier, se positionner comme étant un secteur. Dans le sens industriel du terme, un secteur, comme il peut y avoir un secteur bancaire, un secteur machin truc, il est en train de se construire un secteur du circuit alternatif, avec tous les outils qui soutiennent la construction de ces secteurs-là, avec des secrétariats, des fédérations, des réseaux, des cycles d'éducation permanente, des ceci, des cela, et ainsi de suite. Donc quelle est l'unité d'analyse en fait, à laquelle il faudrait s'attacher? Est-ce que c'est le groupement de toutes les villes en transition? Est-ce que c'est ça qui fait sens? Certainement difficile face à ce constat que tout est hyper contextualisé. Est-ce que ce sont les personnes, donc les individus avec leur complexité psychologique, psychosociale? Est-ce que ce sont les leaders avec cette idée que ce sont quand même des activités qui sont très proches au mois de leur fonctionnement d'activité économique, commerciale, et donc il suffit de s'intéresser quelque part à la nature du CEO pour comprendre comment ça se passe. Assez difficile à identifier. Et puis de là découle une espèce de deuxième observation qui pour l'instant m'intéresse énormément et qu'on ne commence qu'à comprendre un tout petit peu, c'est quand on explore la gouvernance des alternatives, compte tenu du fait que toute une série de ces projets sont, alors soit parce que c'est une obligation de la part du pourvoyeur des budgets de recherche, soit parce que vous êtes dans un coin, dans une perspective disciplinaire ou indisciplinaire qui vous pousse à faire des projets transdisciplinaires, inclusifs, collaboratifs, participatifs ou co-créateurs, ou quelque chose de ce genre-là. La façon dont ces projets sont configurés fait que quand vous vous intéressez à la gouvernance et quand vous commencez à formaliser les enseignements sur la gouvernance et alternatives, ça se fait avec une proximité très évidente de ces alternatives. Donc vous construisez quelque part avec les acteurs sous étude une surconscience de leur part de comment ils se gèrent eux-mêmes, comment les autres acteurs voient la gestion, la gouvernance de ces alternatives, et ainsi de suite. Et donc vous créez une couche de connaissances, une sorte de réflexivité, si vous voulez, une couche de connaissances, de compétences, d'expertise en leur sein, qui va renforcer toute une série d'oscillations qui vous embêtent en fait, et notamment cette oscillation en termes d'acteurs politiques. Donc vous renforcez avec vos projets de recherche finalement toutes les dynamiques politiques qui sont en cours dans ces alternatives citoyennes. Et ça c'est quelque chose qui est très très manifeste. Hein. Quand on fait du terrain, c'est très très manifeste. C'est génial, vous avez un projet de co-création, notamment avec des GAZAP et autres sur Bruxelles, 3 ans, de financement par l'administration scientifique bruxelloise. Et on ne fait rien sans eux. Et c'est même eux, une espèce d'idée de chercheurs
chercheurs de la Ligue et ainsi de suite, qui vont chercher l'empirique et qui on les aide en fait à s'auto-analyser quelque part. C'est génial, c'est chouette. Ce sont des projets qui sont vraiment très très amusants à faire. C'est aussi très très instructif pour l'ensemble des acteurs qui sont dans ces projets-là. Mais vous créez une espèce de dynamique qui est vraiment assez bizarre sur le terrain, parce que vous commencez à entrer dans le jeu politique de ces associations. Et c'est vraiment très manifeste et c'est très gênant que vous n'êtes pas préparé à ça. Voilà. Il y a un monsieur, il y a un auteur qui a commencé à formaliser un petit peu ce qui se passe là-dessus, c'est Jan-Peter Voss, qui vient de sortir un livre sur Knowing Governance. Qu'est-ce qui se passe quand les acteurs savent la gouvernance? Donc, ils ont développé les compétences, les connaissances sur leur propre gouvernance et comment est-ce que alors cette compétence, ce savoir, rentre dans le jeu, en fait, la définition de l'acteur même, de leurs activités. Voilà, je vais clôturer là, et puis si ça vous intéresse, aussi toutes les choses qu'on a écrites récemment sur ces questions-là, et qui sont accessibles pour la qui sont toutes accessibles. Je pense qu'on a bien 2 minutes pour les questions, donc Vous parlez des Transition Heroes, et vous parlez que ce sont des figures, enfin, en moment donné, vous avez dit que ce sont des figures gênantes avec diverses initiatives. Est-ce que vous pouvez préciser cela? En quoi le fait est finalement dérangeant qui est, vous les avez cités, donc Ravi, Rob Hopkins, Céline Dion, qui sont effectivement, qui donnent des mouvements. En quoi est-ce dérangeant? Est-ce que vous pouvez préciser ceci? Ils ne me dérangent pas, hein, c'est pas ça. Je crois qu'ils sont très utiles, ils ont aussi leur utilité dans la construction de l'imaginaire, de ces alternatives et ainsi de suite. Mais ce qui est dérangeant, quand vous essayez de comprendre comment se construit et comment se manifeste la gouvernance de ces alternatives, la présence de ces personnalités, ne serait-ce que dans l'imaginaire, est vraiment gênant. Dans le sens, par exemple, que elles ont toutes ces personnes, et parfois c'est pas des personnes, parfois c'est autre chose, parfois c'est des associations même, peu importe. Elles ont toutes leur mode de pensée qui souvent ces personnes militent en fait avec cette façon de penser. Par exemple, sur comment rencontrer l'acteur étatique, l'acteur public. Est-ce que l'acteur public fait partie de la solution ou pas? Est-ce qu'il faut se tenir à distance de l'acteur public ou pas? C'est différent. Chacun devrait se positionner par rapport à ces questions très très importantes. Or, si dans les Tradition Towns, par exemple, avec Rob Hopkins, il y a une évolution en fait. Hein. Donc, au début, la volonté était d'être totalement excentré des autorités communales. Et ils ont assez vite compris que c'est pas comme ça que ça va fonctionner et que donc il faut entrer dans une sorte de, je ne sais plus exactement le terme qu'il utilise, mais dans une forme de dynamique bienveillante avec l'acteur public. Ça c'est sa façon de voir, et c'est ça la façon dont ça s'est fait à Totnes, donc en Angleterre, dans un endroit assez particulier, très spécifique dans ces conditions. Quand vous vous intéressez à la gouvernance de la ville en transition, par exemple de Leuven, où il y a aussi une activité qui a un peu d'histoire, qui a quelques années déjà, la rencontre avec l'acteur public ne se passe pas du tout comme ça en fait. Et donc la façon dont Rob Hopkins imagine ou met en œuvre sa relation personnelle avec l'acteur public va offusquer ce qui se passe dans toute une série d'autres endroits, parce qu'il y a une espèce d'allégeance à Rob Hopkins et à sa façon de penser. Et c'est pareil avec Rabi, par exemple, qui a aussi une façon très particulière de penser l'alternativité de ces initiatives. Et qu'ils ont même créé Colibri, enfin cette espèce d'association-là. Et là, c'est très explicite, c'est la façon dont on fait alternative et dont on fait essaimage de ces alternatives, ça se passe d'une certaine façon. Alors, quand vous vous intéressez sur le terrain, c'est souvent pas ça, quoi. Et les acteurs ont du mal, face à face, ont du mal à reconnaître
que vous êtes en train de constater que ça se passe autrement que ce que Rapi a écrit dans son livre, machin truc. Et voilà. Alors juste, je voulais vous emmener sur le terrain, l'imaginaire, parce que du coup, maintenant je comprends mieux votre remarque qui est plutôt sur la méthodologie, mais ce que je veux dire, je pense qu'il y a vraiment une nécessité en fait qu'il y ait des personnages qui cristallisent en fait le besoin de la transition. Donc je pense que c'est normal qu'il y ait entre guillemets des héros qui émergent parce que je pense que c'est un besoin d'avoir des figures qui sont comme ça inspirantes. Après, le fait de s'inspirer des méthodes, c'est autre chose, mais le fait qu'il y ait des personnes qui cristallisent comme ceci, je pense que c'est normal. On peut difficilement critiquer ça. Oui, je ne sais pas si c'est normal, mais effectivement, c'est là. Ouais, je ne sais pas si c'est normal. Je ne sais pas non plus si c'est enviable ou quelque chose comme ça. Mais dans la majorité de ces initiatives, effectivement, on a quelque part un de ces héros là qui pointe son nez assez rapidement. Il y en a aussi où ce n'est pas le cas. Hein. En tout cas, c'est plus difficile à identifier dans les hackerspaces, par exemple. Ouais. Qui est le héros de ces gens-là? Bon, il y a le MIT, ok. Hein? Ça, c'est les héros, quelque part. Mais c'est très diffus, c'est une grosse structure. Enfin, donc, est-ce qu'il faut, dans la narrative, est-ce qu'il faut qu'il y ait une espèce de messager je ne sais pas. Dans la même ligne, il me semble qu'un film comme Demain, qui a toutes ses limites, mais a quand même le mérite de montrer le portrait global, enfin de proposer un portrait global qui fait que des acteurs, comme tu parlais du petit marchand de carottes qui vient près du campus de l'UEB, se sentiraient tellement isolés s'ils ne voient pas que son action, qui est entravée par la gouvernance traditionnelle actuelle, son action, c'est quand même une pièce d'un puzzle qui est peut-être en train de se construire. Et moi, il me semble que le succès d'un film de demain vient de là, c'est-à-dire que beaucoup d'acteurs très isolés qui font des choses microscopiques pour un changement, tout d'un coup sont portés par un élan où ils voient que leur microscopique peut s'inscrire dans du plus global. Et je ne comprends pas tellement pourquoi ça te gêne. Enfin, tu viens en partie de répondre sur l'analyse de l'évidence, mais je ne comprends pas tellement pourquoi c'est gênant. C'est un peu, au fond, comme les travaux sur les communs d'Elinor Ostrom qui montrent que le multiforme a toujours été présent dans toutes les sociétés. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'on ne va pas faire du copier-coller, ça c'est une vision très très moderne, mais ça a toujours existé. Et donc, même si Demain donne un narratif, il me semble qu'il peut être juste interprété comme un encouragement à ceux qui, sur le terrain, font des petites choses qui peuvent devenir la pièce d'un ensemble global. Oui, possible. Donc ça me gêne parce que, ou ce qui me gêne dans la surprésence de ces modèles, que ce soit des personnes ou des institutions, c'est pas très important, mais de ces modèles, c'est du coup, il devient, pour les chercheurs, en tout cas de mon propre expérience, il devient assez fastidieux de discuter des réelles préoccupations et des réels modes de fonctionnement et des réelles façons de faire gouvernance ou de répondre à des velléités de gouvernance de la part des acteurs sur le terrain. Je vais donner un exemple, toujours dans ce côté alimentaire, il y a il devient aujourd'hui, à cause aussi de ces films comme Demain et d'autres choses, il devient vraiment difficile de discuter, par exemple, je l'avais il y a 2 semaines, j'ai discuté avec un maraîcher, du terrain, auprès du site des maraîchers qui sont installés dans les circuits courts et ainsi de suite. Et il me parle effectivement tout le temps, et de manière très facile, du fait qu'ils sont en train de faire la vague, là. Hein, qu'ils sont en train de construire la rupture, parce qu'ils sont en train de voir qu'il y en a partout des comme eux, et que tout ça c'est presque un phénomène, et machin, et machin. Il devient difficile en fait de discuter avec eux sur qu'est-ce que vous faites au jour le jour. Là, vous n'êtes pas en train de faire une vague, là, tu es en train de
faire face au fait que tu as les pieds mouillés et que c'est vraiment... C'est très difficile et ça devient, je trouve, quand on est chercheur, ça devient vraiment, ça offusque ce côté. On va faire vague et tout ça, c'est génial, ça offusque les difficultés réelles sur le terrain de tous ces acteurs qui, je ne sais pas si vous avez déjà visité un maraîcher alternatif, quand vous allez les samedis, ils ont souvent le sourire comme ça, mais en fait au quotidien c'est l'enfer. C'est vraiment, c'est 80 heures par semaine, souvent seul, vous faites tout, ouais. Vous faites vraiment tout. Du truc le plus merdique jusqu'à aller vendre et puis faire votre course. C'est vraiment, c'est infernal, la cadence c'est vraiment infernal. Et tout ça pour, je sais pas, les maraîchers que moi j'ai visités le week-end passé, je crois qu'ils devraient être en moyenne, ils doivent avoir une rentrée, un chiffre d'affaires, de l'ordre de 15 000 € par an, quelque chose comme ça. Mais il y a deux interprétations. Ce que tu dis, c'est soit, en fait, ce qu'ils font n'est pas du tout une alternative crédible. Oui. Soit ils ont besoin de ça pour faire de la résistance, et c'est grâce à cette résistance qu'on arrivera à quelque chose. Et puis quand tu réponds c'est embêtant pour le chercheur, ça m'intéresserait moi de savoir si c'est juste embêtant pour le chercheur ou si c'est embêtant pour la transition. Tu vois ? Je crois les deux. Pour moi, je crois les deux. Je crois les deux. Parce que pour les rendre viables, si tu veux, on voudrait que ces gens-là soient en position d'avoir un espèce de salaire vaguement décent, de ne pas devoir travailler 80 heures, mais peut-être avoisinant, et ainsi de suite. Et donc, on a envie de, pour la transition aussi, de mettre en place les conditions pour que ça devienne en fait des réelles alternatives, viables, enviables, et ainsi de suite, et pas juste des catastrophes au quotidien, en fait, qui reposent uniquement sur la bonne volonté et la force de détermination de l'individu. Peut-être une question très, très rapide, et puis après on va continuer la discussion pendant la pause café, pendant le lunch, donc c'était une question relativement rapide. Moi, je voulais savoir si vous pouviez clarifier la notion de gouvernance que vous utilisez, parce que même si vous avez montré toutes les oscillations, les tensions qu'il y avait au sein des zones du Gaza, a priori, je trouve qu'on entend alternative et qu'on voit gouvernance inclusive, ça peut paraître assez contradictoire dans le sens où souvent c'est des alternatives justement qui ont en tout cas une visée d'autogestion, et je trouve qu'on voit cette tension dans le terme que vous avez utilisé à la fin, knowing governance, je pense. Oui. Et c'est pour ça que la question m'intéresse, enfin la question de la gouvernance m'intéresse, parce que ces acteurs sont, comme tu as dit, sont souvent assez fondamentalement opposés à toute forme de gouvernance. Ou en tout cas veulent se construire aussi une alternative sur comment elles veulent être gouvernées et comment elles veulent faire elles-mêmes gouvernance à l'intérieur d'elles-mêmes. Parce qu'il y a ces différents cercles, hein. Il y a la gouvernance intérieure en quelque sorte, qu'on voit assez bien, la façon dont on s'organise à l'intérieur, et je ne sais pas, un homme, une femme, une voix, ce genre de choses, quoi, et la façon dont on essaie de prendre des décisions de manière commune à l'intérieur de ces initiatives. Et puis il y a aussi la façon, les rapports qu'on établit avec l'acteur public, qui sont juste très très contradictoires. Ouais. Et pour moi, c'est l'intérêt premier. Sinon, qu'est-ce que gouvernance, c'est vraiment le terme idéal pour décrire ce genre de pratique? Parce que enfin, moi, je vois quelque chose de plutôt pyramidal, alors qu'ici, c'est souvent des organisations plutôt en réseau, qui tentent une forme d'horizontalité. Ouais, mais ça n'empêche pas, par exemple, dans le concret, que souvent, à un moment donné, il y a une demande de subside. Et que se mettent en place des mécanismes de type gouvernance beaucoup plus classiques face à ces entités. Et que c'est de facto, ce sont ces moments très précis où une simple organisation un peu olé olé au jour le jour, très portée par une série d'idéaux, qu'ont cette façon-là de faire est finalement contrecarrée par une obligation de se former. Parce que, et ça démarre souvent avec la première demande de subsides. Parce qu'on veut avoir des subsides. Est-ce que les aborder en train de... Peut-être continuer la discussion maintenant, parce que c'est vraiment...
On n'aura pas l'occasion de discuter encore après. Je vous remercie.